Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti sur le www.bigradio.fr pour le grand journal, le résumé de l'actualité de la semaine bien sûr, avec une toute nouvelle formule désormais comptabilisant une vingtaine de minutes où nous reviendrons sur un sujet qui a marqué l'actualité de cette semaine et nous le détaillerons en entier. Et puis en deuxième partie d'émission, ce sera les dernières brèves avec comme avant l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et puis quant à la nouvelle édition du dimanche, vous la découvrirez demain. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand journal sur Big Radio. Et le sujet que j'ai choisi d'interpréter cette semaine est la libération du journaliste Roméo Langlois. Nous reviendrons premièrement et dans quelques secondes sur la libération de ce journaliste. Comment s'est-elle dessinée? Nous reviendrons également sur les parents de Roméo Langlois qui sont eux très soulagés. Nous aurons l'occasion de les entendre dans cette émission. Et puis on parlera également de Roméo Langlois qui a été reçu par le nouveau président François Hollande et Roméo Langlois qui revient également sur sa capture. Roméo Langlois qui, je vous le rappelle, a été capturé il y a un mois par les FARC. Roméo Langlois était un journaliste pour France 24. Et première question bien sûr, comment la libération du journaliste Roméo Langlois s'est dessinée? On va revenir sur ce journaliste de 35 ans qui avait été enlevé par la guérilla des FARC et blessé le mois dernier dans le sud de la Colombie. Il a été libéré mercredi 30 mai. Alors quand a eu lieu la libération? Donc mercredi, mais le journaliste était libre un peu après 20h30, mercredi soir, heure de Paris. Dans un communiqué publié dimanche par le Front 15, une unité régionale des combattants, il était annoncé que le Français de 35 ans allait être libéré à cette date. 2 semaines auparavant, les FARC avaient émis le souhait de remettre le journaliste à une délégation du Comité national de la Croix-Rouge, le CICR. À leur demande, elle devait inclure l'ex-sénatrice colombienne Piedad Córdoba, directrice de l'ONG colombien pour la paix, et une émissaire du président français, François Hollande, l'émissaire du ministère des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Chauvin. Où a eu lieu cette libération? Afin d'assurer leur sécurité, les FARC ont précisé le lieu de rendez-vous au dernier moment. Les coordonnées du site où sera libéré Roméo Langlois seront remises en temps opportun à la mission humanitaire, avaient indiqué les guérilleaux. Roméo Langlois sera libéré dans une zone que nous connaissons bien. Il ne devrait y avoir aucun problème à le faire libérer par voie terrestre ou par voie fluviale, a indiqué les guérilleaux. Et a rassuré également l'antenne du CICR, interrogée par le journal Terra. Alors les rebelles devraient également communiquer avec les coordonnées du journaliste au plus tard mercredi, avait précisé le porte-parole du CICR en Colombie, Jordi Reich. Enlevé lors d'un reportage sur une opération antidrogue de l'armée près d'un village dans le département de Caquetá, Roméo Langlois a été libéré à cet endroit, à la lisière de forêt amazonienne. Une cérémonie a même été organisée à l'occasion de la libération de Roméo Langlois dans ce village de 300 habitants situé à moins d'une centaine de kilomètres de Florencia, la capitale du Caquetá. Roméo Langlois sera ensuite transféré à Bogota. On ne savait pas d'abord s'il était vivant, on ne savait pas s'il était malade dans un fourré, on ne savait pas s'il était vraiment entre leurs mains. Je crois que les FARC nourrissent bien leurs otages et il n'a pas maigri. Non, ça va, il a l'air de bien aller. Voilà, et comme vous l'avez vu, Michel et Aline, ses parents, ont retrouvé le sourire. Vous les entendiez à l'instant donc. Le journaliste Roméo Langlois, donc ex-otage des FARC en Colombie, est arrivé hier, vendredi 1er juin. Le correspondant de la chaîne de télévision France 24 est arrivé peu avant 11h20 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à bord d'un vol régulier d'Air France en provenance de Bogota. Avant sa descente de l'avion, il a serré ses parents dans ses bras et a ensuite été accueilli
par Aurélie Filippetti, qui représentait le président de la République François Hollande, ainsi que le ministre délégué au développement Pascal Canfin. Et en tout cas, le journaliste n'exclut pas de travailler désormais en France. C'est ce qu'il avait annoncé à Bogota, avant que la guérilla lui avait confié une lettre à remettre à François Hollande. Et le journaliste a été reçu vendredi dès son retour en France par François Hollande. Et oui, le correspondant de la chaîne de télévision France 24 était arrivé dans la matinée à Roissy, vous avez vu les images il y a un instant, et bien retenu 33 jours exactement par les forces armées révolutionnaires de Colombie, là où il est arrivé mercredi. Eh bien, il a pu rencontrer le président de la République. Il a pris la direction de l'Élysée. Il était accompagné de ses parents. Il a été reçu par le président de la République pendant une demi-heure. À l'issue de cette entrevue, le chef de l'État a assuré que la libération du jeune homme de 35 ans n'avait donné lieu à aucune tractation, aucun échange, aucune condition avec les ravisseurs. Hollande a également confirmé s'être vu remettre par Langlois une lettre des FARC qui expliquait le sens de leur opération et présentait des excuses à la France pour cet enlèvement. Sans dévoiler tout le contenu de cette lettre, le journaliste avait indiqué jeudi qu'elle contenait un appel des FARC aux pays amis afin d'aider à une sortie négociée du conflit colombien. C'est la première fois qu'ils font des excuses et c'est très important qu'ils précisent que la presse n'est pas une ennemie, avait-il également commenté. Hollande a toutefois refusé de prendre position sur le conflit qui oppose les FARC aux autorités colombiennes. Nous, la France, nous n'avons pas à nous engager dans quelque processus que ce soit. Nous souhaitons qu'il y ait un règlement politique et il n'y a rien de plus à dire. Au-delà de Roméo, qui aujourd'hui peut connaître une nouvelle vie tout en ayant tiré toutes les leçons de ce qui s'est produit, je veux dire à toutes les familles des otages français qui sont encore retenus qu'elles ne doivent pas perdre espoir, a ajouté le président, vantant le travail remarquable du Quai d'Orsay pour les accompagner. 7 ressortissants français sont encore détenus de par le monde, 6 au Sahel et 1 en Somalie. En poste de Colombie depuis une dizaine d'années, le journaliste avait été capturé donc le 28 avril lors de l'attaque d'une brigade de l'armée qu'il accompagnait pour filmer une opération anti-drogue, embuscade durant laquelle 4 militaires avaient également été tués. Le journaliste, blessé au bras lors de sa capture et qui a vu mourir sous ses yeux le soldat chargé de sa protection, a dû ramper jusqu'à un buisson où des guérilleaux l'ont découvert. C'est terrifiant quand on les voit arriver. Je me suis dit, pourvu qu'ils ne me tuent pas sur le coup. Il a aussi confié avoir pensé, et beaucoup, à l'ex-candidate à la présidentielle colombienne, Ingrid Betancourt, également de nationalité française, otage des FARC pendant 6 ans avant d'être secouru par l'armée. Le journaliste, qui n'exclut pas de travailler désormais en France, a été accusé par certaines voix au sein de la droite colombienne de sympathie avec la guérilla, lui a rétorqué en évoquant des relations professionnelles, jugeant aussi important de comprendre le soutien apporté par les guérillos dans les régions reculées où il n'y a ni route, ni hôpitaux, ni de quoi manger. Refusant le terme de porte-parole de la guérilla, Roméo Langlois préfère celui de messager. Il y a un blocus sur l'information en Colombie, a-t-il déclaré. Les FARC se sentent obligés d'enlever des personnes pour attirer l'attention, pas seulement sur eux, mais aussi sur le conflit, a-t-il ajouté. Selon lui, son enlèvement est un accident professionnel et il a avoué penser retourner très prochainement dans le pays. Et puis tiens, avant de retrouver la France vendredi, le journaliste libéré par les FARC avait fait une conférence de presse et je vous propose de revenir sur les points forts. On en a parlé il y a quelques instants, notamment quand il a avoué avoir redouté le même drame qu'Ingrid Betancourt
Et oui, il avait été relâché la veille lorsqu'il a fait cette conférence par la guérilla après un mois de captivité. Et il a confié avoir pensé, et beaucoup, à l'ex-candidate à la présidentielle colombienne, également de nationalité française, otage des forces armées révolutionnaires de Colombie, pendant 6 ans, avant d'être secouru par l'armée. Comment n'aurais-je pu penser au drame d'Ingrid dans ces moments difficiles, a répondu Roméo Langlois, interrogé à ce sujet à l'ambassade de France à Bogota, où il a donné une conférence de presse dans la matinée. Assailli de questions sur son enlèvement, le correspondant de la chaîne de télévision France 24 avait été capturé au milieu d'un échange de tirs de tous les sens entre les insurgés et l'armée, dont il filmait une opération antidrogue dans le département de Caqueta, même fief des FARC, où Ingrid Betancourt fut détenue entre 2002 et 2008. Blessé au bras, le journaliste, qui a vu mourir sous ses yeux le soldat chargé de sa protection, a dû ramper jusqu'à un buisson où des guerriots l'ont découvert. C'est terrifiant quand on les voit arriver. Je me suis dit, pourvu qu'ils ne me tuent pas sur le coup, se souvient le journaliste qui s'était mis torse nu avant de leur lancer « Je ne suis pas militaire, je suis un civil, je n'ai pas d'armes, ne tirez pas ». Pour ce journaliste aguerri, en poste depuis une dizaine d'années en Colombie, un pays en proie à un demi-siècle de conflits armés avec des guérillas et des groupes criminels, cette expérience est un accident professionnel. Quant au choix d'avoir porté un casque et un gilet pare-balles prêté par l'armée, une tenue qualifiée de militaire et critiquée par les FARC, il a été mûrement réfléchi. Les balles, quant à elles, arrivent ces balles ne te permettent pas de savoir si tu es civil ou non, alors que cette opération militaire a soulevé une polémique en Colombie. Roméo Langlois a tenu à écarter toute responsabilité de l'armée. Parti dans l'après-midi à bord d'un avion commercial pour Paris, où ses parents ont pu l'accueillir vendredi matin, le journaliste n'exclut pas de travailler désormais en France. Il a également annoncé qu'il avait reçu de la guérilla une lettre destinée au président François Hollande. La missive, qui lance un appel à des pays amis afin d'aider une sortie négociée du conflit colombien, contient aussi des excuses publiques des FARC pour avoir qualifié le journaliste de prisonnier de guerre. C'est la première fois qu'ils font des excuses et c'est très important qu'ils précisent que la presse n'est pas une ennemie, a commenté Roméo Langlois, qui a exhorté des confrères à continuer de couvrir un conflit de plus en plus oublié avec des FARC encore fortes de 9200 combattants. Accusé par des secteurs de la droite colombienne de sympathie avec la guérilla, il a rétorqué en évoquant des relations professionnelles, jugeant aussi important de comprendre le soutien apporté par les guérilleros dans les régions reculées où il n'y a ni route, ni hôpitaux, ni de quoi manger. J'ai l'impression que les FARC veulent la paix, mais n'importe laquelle. Ils peuvent continuer à lancer du plomb pendant 50 ans encore, a-t-il averti. Et on poursuit cette émission par les dernières brèves à présent, avec premièrement Jean-Marc Ayrault qui achève sa journée de consultation marathon avec les syndicats le 29 mai dernier. Et oui, l'acte 1 du dialogue social sous l'ère Hollande est lancé et le Premier ministre a entamé le 29 mai à Paris ses consultations avec les organisations syndicales et patronales sur les grands chantiers sociaux. Il a reçu chaque organisation syndicale et patronale séparément pendant 1 heure à Matignon. L'objectif était d'évoquer les réformes sociales du quinquennat sur fond de crainte de multiplication de plans sociaux, alors que les syndicats et le patronat exercent tour à tour des pressions opposées. Les matchs truqués en Italie et il y a un vrai problème de volonté judiciaire de s'attaquer au problème. Et oui, bienvenue dans le feuilleton Calcio Sormes, l'un des plus gros scandales qu'ait connu le ballon rond. Nouveaux épisodes lundi 28 mai, 19 personnes arrêtées, un défenseur exclu de l'équipe nationale. Au total, 150 personnes jusqu'à présent, joueurs, entraîneurs, agents, intermédiaires ou encore
mafieux sont impliqués dans cette affaire de match truqué. Stéphane Querré, spécialiste de la mafia italienne, auteur du livre La Nongretta, a décrypté en début de semaine ce nouveau soubresaut judiciaire qui a ébranlé le football italien. Et il a donc déclaré qu'en Italie, il y avait un vrai problème de volonté judiciaire. Et justement, en Italie toujours, un nouveau puissant séisme a fait au moins 16 morts. Et oui, 16 personnes sont mortes et 350 blessées dans le nouveau séisme qui s'est produit mardi près de Modène, dans le nord de l'Italie, 9 jours après un autre tremblement de terre. L'allocation de rentrée scolaire est revalorisée à 25% en août. Et oui, l'ARS va être revalorisée de 25% cette année. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, l'a annoncé mercredi 30 mai en sortant du Conseil des ministres, précisant qu'il s'agissait d'une promesse de campagne de François Hollande. Le directeur de Sciences Po, Richard Descoings, mort il y a plus d'1 mois, il est mort de cause naturelle, d'une crise cardiaque. Et oui, Richard Descoings, mort dans sa chambre d'hôtel à New York le 3 avril, aurait été décédé d'une crise cardiaque, ont indiqué mercredi les services du médecin légiste de la ville. Dominique Strauss-Kahn va pouvoir enfin s'expliquer sur l'affaire du Carlton. Et oui, ce dernier va-t-il donner sa version de l'affaire du Carlton? En tout cas, l'ancien directeur du Fonds monétaire international en est désormais autorisé à le faire. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a levé mercredi 30 mai l'interdiction qui lui était faite d'évoquer cette affaire de proxénétisme dans la presse. Les actionnaires rejettent la prime de l'ex-patron d'Air France. Dans une atmosphère tendue, les actionnaires ont tranché à une majorité écrasante. L'Assemblée générale d'Air France KLM a refusé jeudi de valider la prime de 400 000 € versée à l'ancien directeur général du groupe, Pierre-Henri Gourjon, au cœur d'une polémique. Au total, 78% des actionnaires ont voté contre, 19,44% ont voté pour et 1,76% se sont abstenus. France-Serbie, 2-0 pour la France. Les Bleus font le plein de confiance. Et oui, ce match France-Serbie était un match amical à la fin du mois de mai à Reims. Et c'était à la fois simple et compliqué. Le gouvernement français boycotte l'Euro 2012 de football en Ukraine. Et oui, le gouvernement héros n'assistera pas au match de l'Euro 2012 en Ukraine. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Valérie Fournoyon, a annoncé jeudi 31 mai qu'aucun membre du gouvernement ne serait au match en Ukraine, qui organise la compétition avec la Pologne pour protester contre le sort de l'opposante Yulia Tymoshenko. Le chômage américain remonte et le CAC 40 pique du nez. Rien ne va plus sur les marchés. La bourse de Paris est tombée hier vendredi à son plus bas niveau depuis 6 mois, clôturant sur une forte baisse de 2,21% qui l'a ramené sous les 3000 points. Principal motif, l'annonce d'une remontée du taux de chômage américain en mai pour la première fois depuis 1 an. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, condamné à la prison à vie. C'est un verdict historique pour l'Égypte et tous les pays traversés par le printemps arabe. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été condamné samedi 2 juin à la prison à perpétuité pour le meurtre de manifestants pendant les premiers jours de la révolution égyptienne. Victime d'un malaise peu après l'énoncé du verdict, l'ancien Raïs a dû revoir des soins. Amazon devrait quant à lui créer 1000 emplois en Bourgogne. Et oui, bonne nouvelle pour l'emploi. En Saône-et-Loire, le groupe Amazon a commencé son recrutement pour sa prochaine plateforme logistique, la 3e en France, et celle-ci pourrait générer 1 millier d'emplois. Big Ben ne sera peut-être bientôt plus Big Ben. La célèbre tour de l'horloge du Parlement britannique
pourrait être rebaptisée Tour Elizabeth en l'honneur du jubilé de la reine Elisabeth. Selon le Daily Mail de ce samedi de juin, 331 membres du Parlement britannique, dont le Premier ministre David Cameron, ont signé une pétition pour que cet hommage soit rendu à la reine. Et puis enfin, Hollande et Poutine affichent cordialement leur désaccord. Et oui, des débuts plutôt froids pour le couple Vladimir Poutine-François Hollande. Le président russe est arrivé hier vendredi dans la soirée à Paris, après une étape à Berlin, l'occasion de rencontrer pour la première fois le président français. Au programme, un entretien en tête-à-tête, puis un dîner de travail, suivi d'une conférence de presse au cours de cette conférence, les deux chefs d'État ont eu du mal à cacher leurs nombreux désaccords, notamment sur la Syrie. Voilà pour ces dernières brèves. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et toutes de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nous nous retrouverons demain, dimanche, pour là encore la nouvelle édition du dimanche du Grand Journal. Bon week-end à vous tous et à demain sur Big Radio.